Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Sabrina Marnet-Letellier, nutrithérapeute micronutritionniste et hypnothérapeute. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la question Nutri du mardi. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder cette thématique. Quels aliments favoriser ou éviter pour avoir une bonne perméabilité intestinale? Alors, quelques mots quand même pour parler de cette perméabilité intestinale. En général, on parle plutôt de porosité intestinale ou de leaky gut, qui est un problème de fond parce que finalement, ça fait un peu le lit de plein de maladies inflammatoires chroniques, ça fait le lit de carences alimentaires, d'intolérance, enfin, ou d'hypersensibilité alimentaire. On va retrouver notamment ce souci derrière les problèmes d'obésité, de diabète de type 2, etc. Donc effectivement, maintenir une bonne perméabilité intestinale est vraiment très important. L'intestin agit vraiment comme une barrière sélective, donc bien sûr, il doit laisser passer certains nutriments clés, des vitamines, des minéraux, etc. Mais par contre, il doit interdire le passage à des toxines, à des bactéries ou à des aliments, des molécules trop grosses pour être digérées. Et quand cette barrière dysfonctionne, eh bien c'est là où on commence à voir une mauvaise absorption de ce qui devrait être absorbé, et le passage à travers cette barrière de composés qui ne devraient pas. Et donc, souvent, c'est le début de l'inflammation. Donc, il y a énormément de facteurs qui jouent sur cette barrière, sur cette perméabilité intestinale. Donc, vous aurez plusieurs détails sur mon site. J'ai déjà écrit un article ou deux sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de l'aspect nutritionnel et alimentaire. Comment constituer, on va dire, son assiette pour déjà mettre toutes les chances de son côté et prendre soin de cette barrière intestinale. Donc la première chose, déjà, c'est pas forcément d'éliminer, mais en tout cas de limiter tout ce qui va dégrader la barrière intestinale. Donc bien sûr, on aura les médicaments, les IPP pris sur le long terme, certains antidépresseurs, des opioïdes, des anti-inflammatoires non stéroïdiens vont venir impacter. Donc, bon, là, on fait au mieux. L'idée, bien entendu, c'est de ne pas rester sur ces médicaments pendant des périodes trop importantes. Mais après, il existe aussi des choses au niveau alimentaire. Une première chose, c'est l'excès de matières grasses, notamment l'excès de matières grasses saturées, mais de manière générale, une alimentation trop riche en gras, donc comme on va pouvoir trouver dans les régimes cétogènes, dans les régimes paléo, ou certaines modes qui commencent à émerger un peu sur les réseaux sociaux. Attention, parce que l'excès de gras a tendance à favoriser notamment certaines bactéries productrices de gaz soufré, de H2S, qui sont plutôt pro-inflammatoires, qui vont dégrader aussi, qui vont impacter négativement l'ADN des cellules intestinales et autres, et qui vont bien sûr donc augmenter la perméabilité intestinale. Donc une alimentation trop riche en gras, c'est pas forcément génial. Si ce gras en plus est saturé, donc les matières grasses saturées, c'est celles qui sont solides à froid, on va les retrouver principalement dans tout ce qui est matières grasses animales, les viandes rouges, dans les fromages, le beurre, etc. Eh bien, ça va avoir un effet également assez négatif sur la perméabilité intestinale. Inversement, les matières grasses plutôt de type oméga 3, à condition qu'elles soient de bonne qualité, elles auront plutôt tendance à inverser un petit peu ce processus. Mais globalement, voilà, les régimes riches en matières grasses, oui, peuvent à un moment limiter l'inflammation générale, mais à la longue peuvent finalement poser problème via leur action sur le microbiote et sur la barrière intestinale. Autres aliments qui posent problème, l'huile de coco en excès. Pareil, matière grasse saturée, donc elle peut être bien utilisée
avec parcimonie, mais de là à la mettre tous les jours, partout, non, on évite. Le gluten, la gliadine du gluten moderne, donc toutes les céréales modernes comme le blé, le seigle, l'orge, épeautre ou grand épeautre, essayez de les limiter au maximum parce que le problème d'une part c'est qu'elles ont été un peu trop trafiquées depuis les années 70 ces céréales et donc elles sont devenues on va dire des ingrédients de panification, des ingrédients techniques mais plus des aliments que notre corps arrive correctement à digérer donc ça devient inflammatoire. Et d'autre part, c'est qu'on les trouve partout. Vous regardez dans tous les produits transformés, vous allez trouver du gluten dans les sauces, dans les desserts, même dans les jambons. Maintenant, on va retrouver on va retrouver du gluten. Enfin bref, il y en a vraiment partout. Donc c'est ça, hein, c'est cet effet d'accumulation qui pose problème. Donc essayez de faire attention et de limiter en tout cas ces produits-là. Et quand vous prenez des produits céréaliers, prenez des produits céréaliers à base de céréales plutôt anciennes. Donc soit des blés anciens, si vous avez une bonne boulangerie qui utilise ça, soit du petit épeautre, ou sinon des céréales sans gluten, hein, le sarrasin, le millet, le quinoa, etc. font des céréales qui peuvent être aussi très sympas à utiliser. Autre problématique, les aliments ultra transformés, notamment par tous les additifs qu'ils vont contenir. Donc, dans les additifs, il y en a un qui a été mis en avant, qui est le CMC ou carboxyméthylcellulose, qu'on va utiliser comme texturant, mais il n'est pas le seul. Donc faites attention, tous ces aliments ultra transformés, eh bien, c'est ceux dans lesquels vous avez une liste d'ingrédients qui commence à dépasser les 10 ingrédients ou à contenir des E, machin chose. Méfiez-vous, voilà. Même si certains n'ont pas été démontrés comme vraiment toxiques, le problème c'est qu'il y a toujours un effet dose et un effet cocktail, c'est-à-dire que l'ensemble de toutes ces molécules-là qui sont des texturants, qui sont des conservateurs et autres, et au final pose problème sur notre flore et donc sur les jonctions serrées qui maintiennent justement cette barrière intestinale. L'excès de glucose, l'excès de sucre aussi, d'une alimentation riche en glucides est aussi néfaste pour la barrière intestinale, cette fois-ci parce qu'elle va plutôt avoir tendance à favoriser une flore de fermentation qui, comme son nom l'indique, ça fermente, ça fait des gaz, et ces gaz, au bout d'un moment, cette fermentation en excès altère la barrière intestinale. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de gras ou pas manger de glucides, ça veut juste dire qu'il faut une alimentation qui soit équilibrée, qui ne contienne ni trop de gras ni trop de glucides. Voilà, c'est juste un équilibre à trouver comme toute chose. Maintenant, dans les aliments qui, eux, peuvent avoir un effet bénéfique, c'est bon de savoir, eh bien tous les fruits et légumes, parce que de par leur richesse déjà en antioxydants et en fibres prébiotiques. Donc au niveau des antioxydants, les aliments les plus riches en antioxydants, vous aurez bien entendu tous les fruits rouges, toutes les baies rouges, de préférence bio parce que plus d'antioxydants dans le bio. Le thé vert, le thé blanc riche en épigalo-catéchine galate, EGCG, tout ce qui va contenir donc des polyphénols, hein, le raisin rouge, les baies rouges en général, la quercétine et compagnie. Les algues avec les fucoïdanes qui sont des fibres sont aussi intéressantes, donc si vous aimez les algues, profitez-en, non seulement c'est plein d'iode, c'est plein de calcium, mais en plus vous y trouvez des fibres intéressantes pour la barrière intestinale. Les oméga 3 de type EPA, DHA notamment, mais tous les oméga 3 en général sont aussi plutôt utiles. Donc ça, vous les trouvez dans les poissons gras, hein, la sardine, le maquereau, le hareng, la truite, le saumon un petit peu, mais il commence à être un peu trop pollué à mon goût. On va retrouver aussi un effet positif dans tout ce qui est collagène, donc notamment le bouillon d'os. C'est quelque chose qui peut être utilisé si vous savez que vous avez un problème de perméabilité intestinale. Un bon bouillon d'os, ça peut être fait maison, ça peut aussi s'acheter.
ça va apporter du collagène qui va jouer un effet positif sur la barrière intestinale. Et puis tout ce qui va être donc pro et prébiotique, donc tout ce qui va venir favoriser l'équilibre de la flore intestinale, va aussi venir in fine favoriser cette perméabilité intestinale. Donc tout ce qui va être aliments lactofermentés, soit les légumes lactofermentés, les jus lactofermentés, le tofu lactofermenté, les yaourts, qu'ils soient végétaux ou produits laitiers, si vous n'y êtes pas intolérant. Qu'est-ce qu'on a encore? Un petit peu les fromages aussi. Enfin voilà, il y a plein d'aliments comme ça. Le kéfir, éventuellement le kombucha, chez les personnes qui le tolèrent, vont avoir un effet positif sur la barrière intestinale. Donc voilà, ça fait quand même déjà pas mal de choses à mettre dans votre assiette, à favoriser pour venir agir sur votre barrière intestinale. Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on évoque cette barrière intestinale, pensez-vous que la vôtre soit dans un bon état ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, votre avis m'intéresse et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!